connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci bien. Je vais parler en français, doucement. Merci de cette initiative tout à fait intéressante. J'ai assisté à la précédente présentation, assez impressionnante. Et je suis évidemment tout à fait satisfaite de pouvoir présenter celle qui porte sur le sujet lié à l'emploi, et déçue de ne pas pouvoir assister malheureusement aux autres interventions qui ont été conduites au cours de ces 2 années. Je suis donc Annie Gauvin, je suis directrice des études, des évaluations et des affaires internationales à Pôle emploi, et donc je commence sur ce sujet de l'évaluation de l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi en France, dans un ordre inverse par rapport au binôme des présentations qu'il y a eu au cours de ces 2 jours. Je ne vais pas dévoiler la méthode et les résultats, mais je pense qu'il y a un certain nombre d'apports institutionnels pour bien comprendre dans quel cadre ceci se présente, sur un sujet qui est un sujet de politique sociale et de politique économique, la politique de l'emploi, sachant que en France aujourd'hui, plus que jamais, on le sait, le sujet de l'emploi est une priorité à la fois des gouvernements et des citoyens. Je parle du point de vue de Pôle emploi, non pas dans la dimension opérationnelle, c'est-à-dire ceux qui sont au cœur de la machine, qui inventent le métier, mais je suis ici au nom donc du secteur des études, qui nécessairement, lorsqu'on conduit des évaluations, a à travailler avec les opérationnels, et notamment, on va le voir, dans l'évaluation qui a été conduite sur l'accompagnement renforcé. Je vais commencer par présenter le contexte institutionnel du programme, expliquer ensuite ce qu'est l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi dans le système qui a été évalué en France, expliquer ce qu'est la démarche d'évaluation rapidement et donner quelques sujets de conclusion, plutôt des questions ouvertes que des questions fermées d'ailleurs, avant de laisser la parole à Bruno. Alors, le contexte institutionnel du programme, il est derrière nous, d'abord pour une bonne raison, qui est que le programme d'aide au retour à l'emploi qui est évalué dans le programme qu'on vous présente a été mis en œuvre par l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi en France, l'opérateur de placement à la française, le service public de l'emploi en France, et par l'UNEDIC, c'est-à-dire l'organisme qui est en charge des règles d'indemnisation et du versement de l'indemnisation des demandeurs d'emploi qui, en France, sont, lorsqu'ils sont demandeurs d'emploi, concernés pour à peu près la moitié d'entre eux. En d'autres termes, parmi les demandeurs d'emploi qui sont dans les registres de l'ANPE, au moment où on mène cette évaluation, entre 2006 et 2008, seuls 50% des demandeurs d'emploi bénéficient d'une indemnisation au titre de l'assurance, c'est-à-dire de ce qui est géré par le régime d'assurance chômage en France. La période de l'évaluation des retours à l'emploi est donc une période qui démarre fin 2006, s'achève fin 2008. Elle est encadrée par une convention tripartite entre l'État, la NPE et l'UNEDIC, pas simplement sur le sujet de l'accompagnement renforcé, mais sur le sujet d'un rapprochement très important déjà dans cette période-là entre l'organisme de placement et l'organisme d'indemnisation, mais surtout depuis la fin 2008 et donc le 1er janvier 2009, le réseau des ACEDIC, c'est-à-dire le réseau opérationnel de l'UNEDIC en charge du recouvrement des allocations et de l'indemnisation, et le réseau de placement ont fusionné pour créer le nouvel organisme que vous voyez écrit en haut à gauche, qui est Pôle emploi.
Donc on est dans quelque chose qui est du passé, mais qui est en même temps un apprentissage à travailler ensemble par un réseau de placement, d'accompagnement dans l'emploi, vers l'emploi, de prospection sur le marché du travail, d'aide aux entreprises pour recruter, et un réseau qui est en charge, au moment où se déroule l'évaluation et le programme, de l'inscription des demandeurs d'emploi et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On va voir tout à l'heure comment est-ce que dans le parcours, ceci est positionné. La raison en particulier de la fusion entre les deux organismes, c'est de faire un guichet unique pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, allant de la question de l'enregistrement, de l'accompagnement, du versement de l'indemnisation, pour ce qui concerne le volet de la demande d'emploi, mais évidemment, dans le rôle d'intermédiation qui est celui des services publics de l'emploi, le rôle de la prospection sur le marché du travail et le rôle de l'aide aux entreprises pour recruter, et donc le rôle de rapprochement entre l'offre et la demande d'emploi. Depuis janvier 2009, donc, un seul organisme, Pôle emploi, ayant comme ambition de développer une offre de services, de simplification, de personnalisation, d'intensification des services pour les publics en difficulté et de renforcement des services aux entreprises. J'insiste pas trop sur ce sujet-là, mais c'est pour vous dresser le paysage de ce qui était la période au cours de laquelle a été conduite l'évaluation et l'observation. Dans le cadre de l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers le retour à l'emploi, la démarche de recours à différents parcours, différents pathways, on pourrait dire, et à différentes formes d'accompagnement intensif demeure dans la configuration de Pôle emploi. Elle a même été étendue, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque des dispositifs qui, au moment de l'évaluation, concernaient 80 000 personnes chaque année dans des parcours d'accompagnement renforcé, va concerner, dans la période à venir, des effectifs qui se rapprochent davantage de 150 000 personnes ayant le bénéfice d'un accompagnement renforcé. Le mouvement de mise en place d'un programme d'accompagnement renforcé dans le service public de l'emploi français suit assez largement les tendances communes des démarches d'accompagnement des demandeurs d'emploi qu'on observe dans l'ensemble des services publics de l'emploi d'un certain nombre de pays européens, d'un certain nombre de pays d'économies avancées, mais aussi dans d'autres types de zones dans le monde. Ces différentes tendances, je les cite ici, je pense que c'est très important pour comprendre également la stratégie liée à ce programme. La mise en place de guichets uniques, c'est-à-dire de guichets dans lesquels la démarche de placement et la démarche d'indemnisation sont articulées pour simplifier le parcours des demandeurs d'emploi, pour éviter les redondances, des interventions de plus en plus précoces et dosées selon les besoins, avec des techniques de profilage, de plans d'action individuels, une individualisation et une personnalisation du suivi de demandeurs d'emploi, de suivi de groupes de demandeurs d'emploi dans des portefeuilles de conseillers, avec l'idée que cette intensification de la personnalisation est une garantie pour un meilleur diagnostic et un meilleur suivi des parcours, des plans d'action fondés sur des problématiques de droit et de responsabilité, plutôt que droit et devoir peut-être, assez largement articulés d'ailleurs avec les démarches dites de guichet unique, la mise en place donc de parcours vers l'emploi différenciés selon les besoins des publics, et pour ce faire, des palettes de services, rapprochement des demandes vers les offres d'emploi, système de coaching, système de formation, système d'orientation vers des emplois subventionnés, appui à la création d'entreprises. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, des portefeuilles de demandeurs d'emploi suivis par des conseillers personnels, avec l'idée de l'on passe de portefeuilles qui, à un moment donné, dans notre pays, étaient aux alentours de 250
demandeurs d'emploi par conseiller, mais avec une personnalisation qui n'existait pas, vers un système où on se fixe des cibles de nombre de demandeurs d'emploi par portefeuille de conseillers. On y reviendra tout à l'heure et Bruno en reparlera. C'est évidemment un sujet assez compliqué, un peu polémique, sur les questions des effectifs de demandeurs d'emploi par conseiller. Une autre tendance, celle du recours aux opérateurs externes de placement, dont on sait que dans certains pays lointains, l'Australie par exemple, ou même d'ailleurs plus près aux Pays-Bas, ces systèmes d'externalisation vers des opérateurs privés peuvent concerner 90 à 100% des demandeurs d'emploi qui sont enregistrés dans les registres de demande d'emploi, ou bien pour des zones particulières d'emploi, après des périodes de 6, 12 ou 18 mois selon la catégorie des publics, ou de façon plus limitée, comme elle existe en Allemagne et comme elle existe d'ailleurs en France. Les enseignements de ces démarches, entre guillemets, dites de modernisation, ce sont des enseignements assez classiques. Les chances de retrouver un emploi diminuent avec le temps. L'engagement du demandeur d'emploi est toujours requis et a pour contrepartie l'indemnisation et un niveau de service plus intensif et plus élevé. Le métier du service public de l'emploi va au-delà de l'intermédiation d'informations, c'est-à-dire de simplement mise à disposition dans des banques de données, de registres de demandes d'emploi ou de registres d'offres d'emploi, mais on construit des partenariats, on a des rapprochements avec des systèmes liés à l'aide sociale, on a également une intermédiation qui est une intermédiation de transformation, c'est-à-dire de lutte contre la sélectivité du marché du travail. L'accompagnement renforcé qui est mis en œuvre dans ces démarches produit des effets, mais il est centré sur des catégories délimitées. En d'autres termes, l'efficacité, nous disent les enseignements des principales études portées sur ce sujet-là, est accrue si on cible ces accompagnements renforcés sur les publics qui en ont le plus besoin, et en particulier ceux pour lesquels, dès le démarrage de la période de chômage et d'enregistrement en tant que demandeur d'emploi, on identifie un risque important de chômage de longue durée ou d'éloignement important de l'emploi. Le contenu de l'offre de service, ce sont des conseils, des contacts, des prestations plus ou moins lourdes et sur mesure, l'appui de l'usage des services Internet et, dans ce cadre également, les enseignements importants qui sont les enseignements liés à l'externalisation vers les opérateurs privés de placement sont que dans des cas ou des configurations particulières, on est dans des schémas qui sont soit des schémas de concurrence, soit des schémas de complémentarité. Et si on veut, pour ensuite démarrer sur l'option stratégique qui était la situation française, l'identifier d'une certaine manière, on peut considérer qu'en France, le recours aux opérateurs privés de placement de manière concomitante à des accompagnements renforcés au sein du service public de l'emploi répondent à trois dimensions, trois logiques. Une logique de capacité, pouvoir traiter de manière renforcée le plus grand nombre de demandeurs d'emploi. Une logique de spécialisation, pouvoir confier à des opérateurs privés ou dans des zones publiques dédiées à des accompagnements renforcés, pouvoir offrir des services à des publics que l'on a identifiés parce qu'ils ont des particularités et des signaux spécifiques sur le marché du travail, ou bien également des logiques d'innovation, de stimulation, si l'on peut dire, entre le service d'emploi, le service public d'emploi et les opérateurs privés. Si l'on regarde la situation française, qui est celle qui dominait pendant la période 2006 à 2008, qui est celle dans laquelle a été mis en place le programme, vous le voyez, il faut regarder la courbe qui est la plus basse, grise. Ce sont les demandes d'emploi en fin de mois pour des catégories recherchant tout type d'emploi qui n'ont exercé aucune activité de courte durée. Nous sommes donc dans la période de décembre 2006 à décembre 2008, dans une période de décrue du chômage,
puisque on voit que de janvier 2006, on était à 2 600 000, on est descendu à 2 200 000, à 1 900 000 dans la période la plus basse, mai 2008, puis les effets de la crise montrent une augmentation de ce niveau de chômage. Alors, mais pas jusqu'à l'interprétation que ce sont les efficacités respectives des systèmes d'accompagnement qui peuvent expliquer cela. C'est essentiellement une interprétation conjoncturelle, mais on peut donc observer que la période, et je crois que c'est très important, pendant laquelle a été mise en place cette évaluation expérimentale sur l'accompagnement renforcé des demandeurs d'emploi, et la période d'observation était une période de situation économique favorable. Ceci étant dit, et on le verra, si on analyse les effets des programmes à 6, 9 ou 12 mois, il est clair que des publics qui ont pu entrer dans ces programmes en fin de période, 12 mois après, sont totalement impactés par la situation économique qui s'est retournée. Alors, c'est quoi ces systèmes d'accompagnement renforcé dont on parle? Deux systèmes qui cohabitent et qui sont les systèmes de programmes spécifiques que l'on cherche à évaluer et dont on verra comment est-ce que l'évaluation expérimentale et contrôlée a été mise en place par rapport à un système classique. Deux systèmes qui sont liés, pour le premier, donc à un financement particulier de l'UNEDIC pour des demandeurs d'emploi indemnisés devant bénéficier de périodes d'indemnisation relativement longues, mais dont on considère à l'origine qu'ils ont un risque important de chômage de longue durée dès leur inscription en tant que demandeurs d'emploi. Ce sont donc des chômeurs indemnisés. Deux vagues d'expérimentation. Une première vague qui s'est déroulée au cours de l'année 2005-2006 et qui a concerné près de 10 000 demandeurs d'emploi indemnisés, pendant laquelle une tentative d'évaluation avec une méthode analogue à celle qu'on va vous montrer tout à l'heure avait été envisagée, mais n'a pas pu aboutir. Une extension néanmoins, même si une évaluation assez sommaire avait été réalisée par le financeur même de ce dispositif, et donc une extension avec une seconde vague d'expérimentation, donc souhaitée par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, et dit donc en 2007-2008, dans 16 régions administratives françaises, pour 46 000 demandeurs d'emploi indemnisés chaque année, mettent en place, à partir d'octobre 2006, des conventions d'achat de prestations de services avec 17 opérateurs privés de placement pour 4 types de parcours d'accompagnement. Un accompagnement renforcé de 6 mois concernant environ 41 000 demandeurs d'emploi. Il est en rouge ici parce que c'est celui qui va nous intéresser, mais également des accompagnements un peu plus mineurs dans les effectifs concernés. Un accompagnement intensif de 3 mois environ pour 1 000 allocataires en chômage récurrent, répétitif. Un accompagnement spécifique de 1 500 cadres seniors chaque année et un accompagnement de 2 500 repreneurs et créateurs d'entreprises. L'objectif de la mise en place de cet accompagnement renforcé, pour lequel l'UNEDIC a consacré à peu près 55 millions d'euros chaque année, c'est d'accélérer le retour à l'emploi des chômeurs récemment inscrits, présentant toutes les caractéristiques d'un risque de chômage de très longue durée, avec une idée évidemment sous-jacente à tout ça, pour le financeur qui est l'indemnisation du chômage, qui est réaliser une économie sur les dépenses d'indemnisation du chômage en accélérant ce retour à l'emploi pour ces publics particuliers. La cible à l'issue du programme, c'est la reprise d'un emploi en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d'au moins 6 mois, avec une intensité de travail d'au moins 110 heures par mois. Une obligation des prestataires sélectionnés de mettre en œuvre un accompagnement renforcé avec un suivi hebdomadaire à minima, individuel ou collectif, des rencontres régulières avec un référent unique, consultant recruté donc par ces opérateurs privés, des prestations adaptées, un suivi post-reclassement entre 6 et 8 mois, entre 3 et 6 mois, et un principe de paiement au résultat,
prise en charge du demandeur d'emploi pour le premier tiers, reprise d'emploi pour le second tiers et 6 mois après le maintien dans l'emploi pour le troisième tiers. L'accompagnement renforcé au sein de la NPE à ce moment-là, au sein de Pôle emploi maintenant. C'est une prestation expérimentale qui a été développée à partir de 2007, c'est-à-dire dans une période concomitante, dans 6 régions administratives, d'une durée de 6 mois, avec 3 mois supplémentaires éventuels, mise en œuvre par des conseillers recrutés parmi les équipes de la NPE, soit au sein de plateformes ou de sites dédiés, soit dans le réseau de droit commun, mais dans des équipes regroupées. Là encore, l'objectif, c'est l'accélération du retour à l'emploi des chômeurs récemment inscrits et présentant toutes les caractéristiques d'un risque de chômage de très longue durée. Le sujet de l'indemnisation n'est pas primordial, puisqu'il n'y a pas à ce moment-là à la NPE de financement d'une indemnisation. Mais par contre, et ce qui est très important, c'est que ce programme Cap vers l'entreprise concerne et les demandeurs d'emploi indemnisés et les demandeurs d'emploi non indemnisés. La nature de l'accompagnement, plus intensif et personnalisé qu'un accompagnement ordinaire, avec un contact hebdomadaire, des bilans mensuels, la mobilisation de prestations complémentaires, comme les évaluations de capacités professionnelles ou des bilans de compétences ou des évaluations au milieu de travail, des recherches d'offres, une confrontation au marché du travail et des incitations assez fortes à des candidatures sur des postes de travail. Vous avez ici une carte qui présente les lieux d'implantation de ces expérimentations. Celles qui nous concernent sont les vertes, CVE, et les rouges, l'accompagnement renforcé dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est important, ce sont environ 300 agences locales pour l'emploi qui ont été concernées par cette démarche d'expérimentation. 300 agences locales pour l'emploi, cela signifie à cette période à peu près un tiers du réseau, donc un tiers des conseillers à l'emploi impliqués dans la démarche d'expérimentation. Ici, je vous recite et vous représente un peu le type de parcours qui est celui qui encadre la démarche de la mise en parcours d'accompagnement renforcé. À l'occasion de l'inscription en tant que demandeur d'emploi, il y a un renseignement d'un certain nombre de données sur la situation personnelle, sur le profil, sur le métier recherché, sur des démarches liées à la recherche d'emploi, sur les capacités d'éloignement par rapport au marché du travail ou à l'emploi, les capacités qui sont enregistrées à partir de 18 variables sur une démarche de calcul d'un risque statistique, un profilage, qui est ce qui se place dans la démarche d'alors, au moment de l'inscription en tant que demandeur d'emploi auprès des ACEDIC. Ensuite, quand il y a la première rencontre pour un entretien professionnel, le conseiller à l'emploi de la NPE renforce le diagnostic, confronte cette évaluation ou estimation du risque statistique au marché du travail et confirme ou infirme le positionnement dans 3 situations de risque statistique pour élaborer ce que l'on appelle un indicateur de distance à l'emploi, permettant d'élaborer le projet personnalisé d'accès à l'emploi qui permet, à l'examen de plusieurs des critères insistant sur des données liées à la mobilité, à des dimensions familiales, à des variables éventuellement cachées dans le calcul du risque statistique, et donc positionne un demandeur d'emploi dans un parcours. Ces parcours, et là encore c'est la donnée rouge qui nous intéresse, dans le système qui existait alors à la NPE, il y en avait 4, ce qu'on appelait le parcours de recherche accéléré, le parcours de recherche active, le parcours de recherche accompagné, le parcours créateur d'entreprise. Le premier, distance courte à l'emploi, une intervention renforcée qui intervient dans les 3 premiers mois de chômage. Le second, une distance dite moyenne à l'emploi, un parcours de recherche active qui intervient à partir du 4e mois de chômage et qui consiste essentiellement à une offre d'un panel de services et de prestations, mais surtout par un rendez-vous avec un référent individuel du demandeur d'emploi qui
le voie à un entretien de suivi chaque mois. Ce parcours de recherche accompagné, dont j'ai dit plus de choses tout à l'heure et je vais y revenir, lorsqu'il y a une distance longue à l'emploi, et le parcours de créateur d'emploi. Les hypothèses pour la volumétrie des demandes d'emploi orientées vers des parcours différenciés, si l'on additionne les demandeurs d'emploi en indemnisation et les demandeurs d'emploi non indemnisés, ce sont à peu près 2 500 000 personnes chaque année qui sont susceptibles de bénéficier de ce type de répartition dans les parcours. Ce sont à peu près 75% de parcours de distance moyenne. Ce sont environ, en théorie, 15% de parcours accélérés en début de période et ce sont environ 25% de parcours de type accompagné, avec une répartition qui est celle que vous devez noter sans forcément chercher les autres configurations. 270 000 parcours pilotés par la NPE, dits parcours d'accompagnement globaux à NPE, dont 40 000 parcours cap vers l'entreprise et 42 000 parcours confiés à des opérateurs spécifiques. Le parcours de recherche accompagné, la distance à l'emploi est longue, on met en œuvre une aide individualisée et adaptée pour lever les freins et réduire les écarts entre le projet personnalisé du demandeur d'emploi et les exigences du marché du travail. Il a une durée entre 3 et 12 mois et l'offre de service est centrée sur la recherche d'emploi ou projet avec des modalités de suivi personnalisées par un référent unique en sous-traitance auprès d'opérateurs privés, par la NPE, à partir des prestations d'accompagnement interne classiques ou dans le dispositif CAP vers l'entreprise. La démarche de l'évaluation, elle a donc été positionnée dans ce cadre stratégique dont vous voyez qu'il a été configuré à la fois dans une trajectoire d'évolution de l'offre de service de la NPE en articulation, en intégration avec les démarches proposées et souhaitées par les partenaires sociaux de l'UNEDIC, mais également elle a été observée de près puisqu'il a été décidé à partir du début de l'année 2007 et en principe jusqu'au premier trimestre 2008 de mettre en place un dispositif d'évaluation articulé, conjoint, sous l'égide d'un comité d'évaluation dans lequel figurait la direction d'administration centrale du ministère de l'Emploi en charge des recherches, de l'évaluation et des statistiques, et les deux opérateurs, la NPE et l'UNEDIC, ayant mis en place ces démarches d'accompagnement renforcé, ces programmes d'accompagnement renforcé, présidés par une personnalité scientifique et indépendante, Claude Sebel, avec donc une démarche qui articule une évaluation quantitative de l'impact de l'accompagnement renforcé sur le reclassement des demandeurs d'emploi. C'est cette démarche-là qui va vous être présentée tout à l'heure, donc une convention avec l'École d'économie de Paris et le CREST, une enquête statistique sur la perception de l'accompagnement et les modalités d'orientation des demandeurs d'emploi vers ces trois types d'accompagnement, et des études monographiques sur la mise en œuvre des expérimentations de l'accompagnement renforcé confiées à 2 bureaux d'études qui ont réalisé ces travaux au cours du printemps 2008. La recherche et l'enjeu évidemment de cette démarche, c'est la mesure de l'impact, et de l'impact en particulier sur le retour à l'emploi, mais également l'interprétation de cette éventuelle différence d'impact dont on va vous parler tout à l'heure. Il a donc été, pour cela, et là je vais très vite, mis en place une expérimentation contrôlée avec un protocole d'affectation aléatoire par tirage au sort, donc des demandeurs d'emploi entre les 3 groupes, celui orienté vers les opérateurs privés de placement, celui orienté vers le dispositif plus conduit au sein de la NPE CAP vers l'entreprise, et celui correspondant au parcours d'accompagnement classique. Cette démarche d'affectation aléatoire a été conduite grâce à la mise en place d'un outil de constitution de cohorte sur le poste du conseiller
dès lors que le conseiller à l'emploi, à la NPE, identifiait dans les zones concernées par ces expérimentations, évidemment, que le demandeur d'emploi devait être orienté en parcours 3. Ceci permettant donc une affectation sans biais de sélectivité, ajustant les niveaux d'affectation en fonction des nécessités qui existaient, puisqu'il y avait des marchés conclus avec l'UNEDIC concernant le volume des demandeurs d'emploi à orienter chez chacun des 17 opérateurs privés de placement disséminés dans le territoire. Alors, quelques lignes de conclusion, parce que je pense que j'ai déjà été longue, et puis je pense que vous avez envie de voir de plus près la méthode et les résultats. Et donc, des conclusions du point de vue de l'opérateur, mais de l'opérateur vision, étude, évaluation, mais également de l'opérateur du côté de la vision opérationnelle. D'abord, évidemment, un des cœurs de cette évaluation expérimentale a été le dispositif de constitution de cohortes et d'affectation aléatoire des demandeurs d'emploi, dont j'ai dit qu'il a été implémenté sur les postes informatiques des conseillers à l'emploi au moment de leur entretien avec le demandeur d'emploi. Et donc, une question évidemment très importante qui était la nécessité d'impliquer très fortement les conseillers à l'emploi dans la démarche d'évaluation mise en place, puisqu'ils avaient un geste professionnel à effectuer qui consistait à mettre en place cet outil de constitution de cohorte aléatoire, que leur professionnalisme qui consiste à orienter les demandeurs d'emploi vers les prestations qui leur sont les plus adaptées les conduit spontanément à considérer qu'ils ont le métier, ils ont la compétence, et donc ce n'est pas un système automatique qui peut permettre de faire la démarche à leur place. Et enfin, une démarche un peu contre-intuitive pour un conseiller à l'emploi au sein de la NPE, Service public de l'emploi, consistant à identifier une affectation de demandeurs d'emploi vers des opérateurs privés de placement spontanément considérés comme concurrents par rapport au service public de l'emploi. Donc, ce schéma d'organisation, absolument indispensable pour l'évaluation, on voit bien à quoi il peut amener en termes de difficultés d'appropriation, d'acceptation de l'outil lié à la méthode d'évaluation contrôlée par les conseillers. On a ici une modification du système de travail et on vous expliquera tout à l'heure que ceci a porté sur une volumétrie de demandeurs d'emploi tout à fait considérable, puisqu'il y a près de 220 000 demandeurs d'emploi qui sont passés par cet outil d'affectation aléatoire. Deuxième point d'information, de conclusion, de raisonnement, des systèmes d'information incomplets. Si l'on cherche à savoir ce que tel ou tel type d'accompagnement renforcé peut amener comme plus-value, comme impact complémentaire en termes de retour à l'emploi, il faut pouvoir observer le retour à l'emploi. Or, dans les systèmes d'information actuels de la NPE, de Pôle emploi également, les systèmes bruts et internes, nous savons quand les demandeurs d'emploi sortent de nos registres, mais nous ne savons pas quand ils retrouvent un emploi effectivement, sinon par des enquêtes complémentaires qu'il fallait mettre en place. Et pour le moins, si des systèmes de rapprochement des systèmes d'information ont été établis et maintenant sont effectifs entre la NPE et l'UNEDIC et les ACEDIC, au sein de Pôle emploi maintenant, évidemment, pas de système d'information rapproché entre les opérateurs privés de placement et l'opérateur public de placement. Les indicateurs pertinents, est-ce que c'est l'accès à l'emploi? Est-ce que c'est la rapidité de l'accès à l'emploi? Est-ce que c'est la stabilité de l'accès à l'emploi? Est-ce que c'est les économies sur l'assurance chômage? Question. Quatrième remarque, l'articulation des travaux d'évaluation était une nécessité, car quand il y a des résultats quantitatifs, il faut être en mesure de les interpréter. Et je pense que c'est un des points extrêmement importants qui fait débat, continue à faire débat, compte tenu de la nature des évaluations et la nature des résultats trouvés. L'idée étant qu'il faut probablement articuler la logique économique du marché du travail, la logique de retour accéléré à l'emploi,
L'articulation, évidemment, est tout à fait importante parce qu'il faut pouvoir examiner la nature de la coordination mise en œuvre entre les différents opérateurs. Il faut pouvoir apprécier les compétences des conseillers. Il faut pouvoir apprécier les systèmes éventuels d'écrémage, de prestations mobilisées, les effets des marchés locaux, les effets de l'intensité ou de la dynamique de la création d'emplois et de l'offre d'emploi. L'ensemble de ces logiques économiques et de retour à l'emploi sont évidemment impactées par l'ensemble de ces dimensions. Enfin, autre élément important dans l'évaluation qui a été conduite, le fait que c'était une première d'engager de la part de l'UNEDIC des prestations sous-traitées auprès de ces opérateurs qui, pour beaucoup d'entre eux, étaient nouveaux sur le marché du travail français et donc des effets d'apprentissage différenciés. Une question qui, évidemment, se pose toujours dans ce type d'évaluation, dans le calage macroéconomique, est que les emplois plus facilement trouvés par les uns, et donc qui sont ceux liés à d'éventuels surplus ou additifs dans le retour à l'emploi, ne sont pas occupés par d'autres qui auraient pu trouver plus aisément ce retour à l'emploi si des programmes contre-sélectifs n'avaient pas été mis en place. Enfin, dernier point, évidemment, qui intéresse l'opérateur, c'est l'analyse économique et globale de ce système qui, à ce jour, n'est pas mis en place, et on y reviendra tout à l'heure. L'enjeu de cette évaluation, donc, dans le cadre ANPE UNEDIC, était un enjeu stratégique majeur. Il a aujourd'hui deux retombées que l'on peut considérer comme retombées positives du point de vue de l'opérateur Pôle emploi. La première retombée, c'est que dans les créations institutionnelles de Pôle emploi, la question de l'évaluation des dispositifs et des interventions de l'opérateur a été considérée comme un sujet institutionnel important, puisque une mission liée à l'évaluation des interventions et de l'offre de services de Pôle emploi a été clairement énoncée à la fois par la loi qui a créé ce nouvel organisme et par le décret qui l'a mis en place. Et donc il existe aujourd'hui, auprès du conseil d'administration de ce nouvel organisme du service public de l'emploi en France, un comité d'évaluation qui, riche de cette expérience et de cette méthode, mais également d'autres expériences en matière d'évaluation, va prolonger le type de démarche que l'on peut faire. Je pense qu'il peut y avoir débat, car nous sommes en interne, c'est-à-dire qu'il y a besoin, évidemment, pour ce faire, de recruter ou de faire appel, à partir de cahiers des charges objectifs, à des opérateurs de l'évaluation indépendants, mais c'est une préoccupation dans la lignée de la expérimentation, évaluation, conception, évaluation et évolution des programmes et des politiques, qui est relativement nouvelle pour l'opérateur du service public de l'emploi qui est Pôle emploi. Deuxième incidence et effet de cette évaluation, liée à une mécanique à la française assez classique, les résultats de l'évaluation n'ont pas été attendus pour décider qu'une troisième campagne d'appel à des opérateurs de placement, privés ou associatifs, allait être mise en place pour mettre en place, sous la forme d'un appel d'offres qui a été adressé et donc déployé pour attendre des réponses qui sont arrivées il y a une quinzaine de jours maintenant auprès de ces opérateurs de placement au cours de l'année 2009-2010 en équivalent annuel. 160 000 demandeurs d'emploi vont bénéficier d'accompagnement renforcé auprès d'opérateurs de placement. Probablement, lorsque les évaluations seront achevées, et ceci est une démarche attendue pour le mois de septembre prochain, on aura à guider une démarche évaluative nouvelle pour estimer quels ont été les effets à la fois quantitatifs et qualitatifs de cette troisième vague de recours aux opérateurs de placement de longue durée, de 6 mois, pour des prestations complètes par le service public de l'emploi français. Merci. Bon, bonjour.
Merci Esther de nous avoir invités, Annie et moi, à présenter nos travaux. Nous sommes une équipe de recherche donc composée de Luc Béhagel, de Marc Gurgan et de moi-même. Donc on est tous les trois affiliés au Poverty Action Lab et on a conduit ensemble cette évaluation des programmes qu'a présenté auparavant Annie. Alors, donc nous, dans la vision que nous avons de ces programmes, donc là, Annie a présenté de façon très détaillée le contenu des programmes. Donc pour nous, la façon qu'on a de les résumer, c'est finalement de considérer que le portefeuille classique d'un conseiller à NPE comprend 120 demandeurs d'emploi, qu'il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi qui sont éloignés de l'emploi et qui ont un risque de chômage de longue durée, et que pour eux, il est nécessaire de leur offrir une assistance et un suivi particulier. Donc les deux programmes auxquels on s'est intéressé, le programme opérateur privé de placement et Cap vers l'entreprise, ils ont finalement exactement la même logique, qui consiste à concentrer des moyens supplémentaires sur ces demandeurs d'emploi. Donc l'idée générale, c'est que ces demandeurs d'emploi, on va les affecter à des conseillers qui auront des portefeuilles composés uniquement de 50 demandeurs d'emploi. Voilà. Alors donc là, je vais passer vite parce que Annie l'a vraiment très très bien détaillé. Donc les programmes Cap vers l'entreprise et opérateurs privés, donc ils offrent finalement des accompagnements personnalisés durant une période de 6 mois. Et ça se passe donc aussi bien Cap vers l'entreprise que les opérateurs privés. Et ça se passe dans un contexte particulier, qui est celui de l'ouverture progressive à la concurrence du placement des chômeurs. Et la grande distinction qui existe entre Cap vers l'entreprise et opérateurs privés, c'est que finalement les incitations qui sont reçues par ceux qui vont être en charge de faire l'accompagnement ne sont pas du tout les mêmes. La rémunération par l'UNEDIC des opérateurs privés, elle s'effectue en 3 parties, c'est-à-dire à la prise en charge, à la reprise d'emploi, et puis après 6 mois en emploi. Donc typiquement, les opérateurs privés reçoivent l'incitation de faire rentrer le plus de monde possible qui pourront replacer vite en emploi, dans des emplois qui seront stables. Voilà. Donc ce qui est différent comme incitation que celles qui sont reçues par les agents de la NPE dans le cadre du programme Cap vers l'entreprise. Donc les populations éligibles, la caractéristique, c'est que, donc on a vu, il y avait 40 000 places pour le programme Cap vers l'entreprise, 41 000 pour le programme opérateur privé, mais la population éligible, c'est-à-dire les gens dont on peut attendre lorsqu'ils vont s'inscrire en chômage qu'ils soient identifiés comme des chômeurs qui ont un risque de chômage de longue durée, elle est très importante. Elle dépasse très très largement les 80 000 places qui étaient disponibles pour les deux publics. Donc c'est largement plus de 200 000. Ce public, il se décompose en fait en 3 sous-populations qui ont des accès différents au programme. Donc il y a une première population que dans le jargon du placement des chômeurs, on appelle le flux indemnisable. Donc le flux indemnisable, ce sont les demandeurs d'emploi qui s'inscrivent en chômage qui, lorsqu'ils s'inscrivent en chômage, ont des droits à assurance chômage qui sont importants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir pendant longtemps leurs allocations chômage. Donc ce public-là était éligible pour recevoir le programme Cap vers l'entreprise et le programme d'accompagnement opérateur privé. Vous avez ensuite le deuxième type, toujours des gens qui s'inscrivent en chômage, c'est donc le flux entrant, donc qu'on appelle le flux non indemnisable, donc c'est dans le jargon. Et donc ces individus-là sont éligibles uniquement pour Cap vers l'entreprise. Et puis enfin, il y a les demandeurs d'emploi qui sont déjà en chômage depuis un certain temps, donc le stock, et ceux-là également sont éligibles uniquement pour Cap vers l'entreprise. Donc la logique de l'accompagnement offert par les opérateurs privés était une logique qui était très économique, qui consistait à dire il y a un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ont des droits importants, ils vont s'inscrire en chômage, ils vont nous coûter très cher. Sur ceux-là, qui risquent de nous coûter cher, essayons de concentrer les moyens et de leur offrir un accompagnement renforcé qui va permettre de les faire sortir rapidement du chômage, parce que comme ça, rapidement, on n'aura plus à payer les allocations chômage. Donc c'était un peu l'idée de gestion des allocations chômage par l'UNEDIC.
Donc il y avait aussi dans la mise en œuvre du programme un certain nombre de contraintes qui étaient des quotas d'envoi locaux aux opérateurs privés. Donc ça, Annie en a parlé. Et puis, le programme a été développé, vous avez vu la carte, dans toute la France, ou presque toute la France, et dans un très très grand nombre d'agences locales de l'emploi. Alors, l'évaluation des programmes opérateurs privés et Cap vers l'entreprise, on les a conduites par expérimentation randomisée. Donc le principe général, ça a été de considérer cette population de 200 000 éligibles et de l'orienter aléatoirement vers 3 groupes qui correspondent à l'accompagnement classique, l'accompagnement opérateur privé ou l'accompagnement Cap vers l'entreprise. Donc la mise en œuvre de ces méthodes, comme Esther a dit, ça a été une première en France. Et ça a commencé en septembre 2006, et puis ce n'est pas tout à fait fini. On aura les derniers résultats en septembre 2009. Donc ce que je vais vous présenter d'abord, c'est la méthode qu'on a utilisée, ensuite les résultats qu'on a obtenus, quelques pistes d'explication, puis ensuite je conclurai. Voilà. Alors donc le principe, comme je l'ai dit, c'est d'affecter aléatoirement les demandeurs d'emploi éligibles sur 3 groupes. D'abord, ceux qu'on va orienter vers l'accompagnement classique, ceux qu'on va orienter vers le parcours Cap vers l'entreprise, et puis ceux qu'on va orienter vers les opérateurs privés. Alors bien sûr, ces orientations, elles vont dépendre un petit peu du public qu'on va considérer, puisque je vous ai dit, il y a 3 types de publics. Il y a le public du flux indemnisable, du flux non indemnisable et du stock. Donc ceux du flux non indemnisable et du stock, par exemple, ils ne sont pas orientés vers les opérateurs privés. Et puis ça dépend aussi de la zone considérée, parce que vous avez vu sur la carte qu'a montré Annie, il y a des endroits où seuls les opérateurs privés étaient présents, des endroits où seul le programme Cap vers l'entreprise était présent, et puis des endroits où les 2 programmes, opérateurs privés et Cap vers l'entreprise, étaient présents. Et puis, donc, comme il a déjà été dit, il y avait des contraintes qui existaient localement d'approvisionnement des opérateurs privés et aussi du programme Cap vers l'entreprise. Il y avait un certain nombre de places qui avaient été attribuées géographiquement. Et ça, il a fallu bien évidemment envoyer sur le programme Cap vers l'entreprise et sur le programme opérateur privé les effectifs nécessaires permettant de remplir ces quotas de places. Donc c'est pour ça que le design expérimental qu'on a utilisé était finalement assez déséquilibré. Donc vous voyez, là, j'ai mis les chiffres de 7,5%, 7,5% et 85%. Ça correspond aux chances que les gens avaient dans le cas où, dans une zone dans laquelle les programmes opérateurs privés et Cap vers l'entreprise étaient développés simultanément, pour le flux indemnisable, d'être envoyés soit vers l'accompagnement classique, donc 7,5%, soit vers Cap vers l'entreprise, 7,5%, ou vers les opérateurs privés, 85%, parce que les opérateurs privés avaient provisionné énormément de places et qui étaient réparties sur finalement un petit nombre de régions géographiques. Donc ça a contribué à avoir ce design très déséquilibré. Donc la population qui a été envoyée, qui est passée par cet outil de constitution des cohortes dont a parlé Annie, a été extrêmement importante. Il y a plus de 200 000 personnes qui sont passées par ce dispositif. Donc ça, par rapport aux standards des évaluations randomisées qui sont généralement conduites, ce sont des quantités qui sont extraordinairement importantes. En général, les évaluations randomisées sont faites rarement avec plus de 10 000 personnes. Là, 200 000, c'est vraiment considérable. Alors pourquoi y a-t-il tant de demandeurs d'emploi qui sont passés par ce dispositif? Il y a 2 raisons. La première, c'est parce que, comme je vous l'ai dit auparavant, le design expérimental n'était pas très efficace. Ce qui aurait été efficace, c'est d'envoyer un tiers, un tiers, un tiers. C'est ça qui nous aurait permis d'avoir la plus grande précision et donc d'avoir besoin de moins de demandeurs d'emploi. Et puis, on avait aussi le sentiment que pour pouvoir détecter un effet, il faudrait être capable de détecter des petits effets. Donc notre présomption, c'était que finalement l'effet de ces programmes n'était pas nécessairement si important que ça. Donc on a en tête souvent le fait que les programmes qui sont évalués, par exemple dans les pays en voie de développement, ont des effets qui sont importants. Notre idée était qu'en France, finalement, pour les demandeurs d'emploi, il y a une grande profusion de programmes qui sont offerts. Il y a plutôt une surabondance de programmes qu'une abondance de programmes. Et donc, l'effet était peut-être pas très important. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi voulu avoir un grand nombre d'individus qui passent par le dispositif.
Voilà. Alors, donc ça, c'est le design expérimental qu'on a utilisé. Donc là, ça correspond à une situation dans laquelle il y aurait deux groupes. Il y a le groupe traitement, ici, et puis le groupe contrôle. Donc les gens sont affectés aléatoirement à un groupe ou à l'autre. Mais les accompagnements opérateurs privés et cap vers l'entreprise ne sont pas des accompagnements qui sont obligatoires. On propose aux gens de participer à un programme et puis eux, ils sont libres d'accepter ou de refuser. Il y a des gens qui, bien qu'ils soient orientés vers ces programmes, finalement sont déjà presque en relation avec une entreprise et déjà presque embauchés dans l'entreprise. Donc pour eux, ils peuvent refuser de rentrer dans ce programme. Ça peut ne pas présenter un grand intérêt. Donc la population des individus qui sont envoyés vers l'opérateur privé se décompose en deux populations, ceux qui vont entrer et ceux qui ne vont pas entrer. Donc nous, notre stratégie, et qui est une stratégie qui est très fréquemment utilisée, consiste à affecter aléatoirement ici, dans le groupe de traitement et dans le groupe de contrôle, les individus, et puis ensuite on va suivre les individus, tous les individus du groupe de contrôle et tous les individus du groupe de traitement, indépendamment du fait qu'ils acceptent ou qu'ils refusent. Comme ça, ce sont les populations totales que l'on va suivre. Et ensuite, cette différence entre les deux populations, on va la normaliser par la proportion d'individus qui sont rentrés ici. Ce qui fait qu'au total, le paramètre qui va nous intéresser, c'est la plus-value de la participation au programme uniquement pour cette population qui se trouve ici. Voilà. Alors en général, il faut bien voir que si on avait fait une évaluation sans avoir recours à cette méthode randomisée, eh bien, toute cette population-là ici, on ne l'aurait pas. Et l'évaluation, elle serait faite uniquement en comparant les entrants et puis les non-entrants. Donc en comparant des gens qui ont décidé d'entrer dans le programme avec des gens qui ont décidé de ne pas rentrer dans le programme. Donc tout l'apport méthodologique de la mise en œuvre de ces évaluations randomisées consiste à construire ce groupe de contrôle aléatoire ici. Voilà. D'accord ? Alors, donc le but, c'est de mesurer l'impact du programme sur le taux de moyen de retour à l'emploi des individus qui entrent dans le programme. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est une notion de plus-value. Donc ce que l'on veut, c'est comparer la situation des individus qui participent à un programme avec ce qu'aurait été leur situation s'ils n'avaient pas bénéficié de ce programme-là. Donc, par exemple, pour les individus qui rentrent dans le programme opérateur privé, donc ce qui nous intéresse, c'est de mesurer leur situation en emploi et puis de comparer cette situation en emploi avec une situation qui n'est pas observée. Et la construction de cette situation est le but de l'expérimentation, qui est qu'est-ce qu'aurait été leur situation si, eux, ils n'avaient pas bénéficié du programme. Alors, ce qu'on effectue, ce sont des évaluations séparées. On a parlé de l'opérateur privé et cap vers l'entreprise. Donc, on évalue séparément les programmes opérateurs privés et cap vers l'entreprise. Donc, on compare, finalement, pour un individu, sa situation quand il bénéficie des opérateurs privés avec sa situation, ce qu'aurait été sa situation s'il avait bénéficié de l'accompagnement classique. Et puis, même chose pour cap vers l'entreprise. On compare la situation d'un bénéficiaire du parcours cap vers l'entreprise avec ce qu'aurait été sa situation s'il avait bénéficié uniquement de l'accompagnement classique. Et tout ça, on le fait dans différents contextes. D'abord, en fonction des zones. Donc, il y a des zones avec seulement les opérateurs privés, des zones avec seulement cap vers l'entreprise, et puis des zones avec opérateurs privés et cap vers l'entreprise. Donc, on a différents contextes de mise en œuvre du programme. Et puis, on va le faire aussi sur différents publics. Le public pour cap vers l'entreprise, donc le flux indemnisable, les individus qui bénéficient de beaucoup d'allocations chômage à l'inscription au chômage, le flux non indemnisable, donc ceux qui n'ont pas beaucoup d'allocations chômage au début, et puis le stock, donc les gens qui sont déjà en chômage depuis plus de 3 mois, donc on fait 3 évaluations séparées correspondant à ces 3 publics, et puis pour les opérateurs privés, on effectue ça essentiellement sur le flux indemnisable. Voilà. Alors, donc, lorsqu'on fait ces évaluations, il y a une question, donc c'est très important de mettre en œuvre le protocole expérimental et de vérifier que le protocole expérimental est bien appliqué. Donc ça a été tout le travail qui a été fait avec l'appui de l'ANPE et de la constitution de l'outil qui permettait d'affecter au hasard les gens dans les 3 groupes. Mais il y a aussi une deuxième question qui est centrale, qui est la question du suivi des individus.
Parce que ça ne sert à rien de faire ces protocoles expérimentaux si par derrière on n'est pas capable de mettre en œuvre un système de suivi qui soit un suivi de qualité. Alors nous, on s'est concentré essentiellement sur la question du retour à l'emploi, parce qu'il y avait quand même énormément de gens qui passaient par le dispositif, donc plus de 200 000. Ces 200 000 individus, il faut les suivre, donc 200 000 enquêtes, c'est quelque chose qui est très très cher, donc qu'on ne peut pas financer. Donc on s'est basé essentiellement sur les données administratives de l'ANPE, c'est un fichier statistique qui permet de suivre la trajectoire des individus tant qu'ils sont en chômage. Alors ce sont des données qui ont le mérite d'être exhaustives. Elles ont aussi l'inconvénient de ne pas être de très bonne qualité, parce que lorsque les gens quittent le chômage, en général, ils ne renseignent pas la raison pour laquelle ils quittent le chômage. Donc il y a des gens qui retournent vers l'emploi, d'autres gens qui quittent le marché du travail, des gens qui s'arrêtent parce qu'ils partent en formation, des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont malades. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles les gens disparaissent des fichiers de l'ANPE. Donc nous, on a effectué une enquête, donc en général, c'est de l'ordre de 50 à 75%, donc c'est vraiment un grand manque. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la question du retour à l'emploi. Donc on veut savoir si les individus ont quitté le chômage pour retourner à l'emploi ou pour une autre raison. C'est une dimension extrêmement importante. Donc ça nous a conduit à faire, sur les individus qui sortent du chômage, sans renseigner leur situation, une enquête téléphonique extrêmement courte qui a permis d'être effectuée de ce fait-là sur un très grand nombre d'individus et qui permettait de connaître la nature de la sortie. Donc au total, lorsque l'on fait ça, eh bien, l'ensemble des individus qui passent par le dispositif, on connaît pour presque la totalité des gens leur situation lorsqu'ils sortent du chômage. Donc il y a 10% d'individus résiduels uniquement pour lesquels on n'a pas cette information. Voilà. Alors il y a aussi une autre enquête qui a été faite par la DARES qui donne de très nombreuses informations et très utiles, qui éclaire beaucoup l'analyse que l'on peut faire ensuite sur les raisons des différences qu'on observe entre opérateurs privés et Cap vers l'entreprise. Mais cette enquête avait un taux de réponse qui était uniquement de 50%, et donc l'interprétation des résultats est un peu délicate. Voilà. Alors, donc, le protocole expérimental, il a été en général assez bien respecté, donc je vais passer. On a quand même éliminé 2 régions pour lesquelles ça ne s'était pas nécessairement très bien passé, l'Alsace et puis Midi-Pyrénées. Voilà. Alors là, vous avez un tableau qui vous montre, donc c'est uniquement pour le flux non indemnisable, qui vous montre que l'affectation au hasard a bien marché. Vous avez les gens qui sont ici affectés au parcours classique, et ici les gens qui sont affectés au parcours Cap vers l'entreprise. Et puis vous avez un certain nombre de caractéristiques observables de ces individus qui sont dans les fichiers de la NPE, le diplôme, l'âge, le sexe, et puis l'occupation. Et vous voyez que vous avez aussi vous avez là la proportion. Donc, vous voyez que c'est la même proportion de gens diplômés du supérieur, le même âge moyen, la même proportion de femmes, et puis pour toutes ces caractéristiques, la distribution est identique. Et c'est ça l'intérêt de la méthode qu'on met en œuvre. C'est que finalement, toutes ces caractéristiques qui sont observables, elles reçoivent la même distribution dans le groupe de contrôle et puis dans le groupe de traitement. Donc c'est vrai pour ces caractéristiques qu'on observe, mais c'est vrai aussi pour n'importe quelle caractéristique. Toutes celles qu'on n'arrive pas à mesurer parce qu'elles ne sont pas dans les fichiers, et toutes celles qu'on ne pourrait pas mesurer, même si on s'en donnait les moyens, parce que c'est des choses qui sont difficiles même à définir, mais qui finalement peuvent aussi conditionner énormément le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi. Puis vous voyez ici, quand on compare ceux qui sont entrés dans le dispositif et ceux qui ne sont pas entrés dans le dispositif, là par contre, on voit qu'il y a des différences assez importantes dans les caractéristiques entre ces 2 populations qui se trouvent ici. Voilà. D'accord ? Donc là, ici, vous avez le premier tableau de résultats qui correspond aux résultats de notre analyse. Ça concerne les individus qui sont dans le flux indemnisable, et puis c'est pour les opérateurs privés, et puis Cap vers l'entreprise. Donc vous avez ici les résultats pour Cap vers l'entreprise, et vous avez ici le résultat pour les opérateurs privés. Et donc l'effet que nous regardons les sorties à différents horizons, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois et puis à 12 mois. Voilà. Et vous avez ici un taux de sortie du chômage de référence. Donc ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en général,
les individus qui entrent en chômage et qui sont dans cette population des gens qui ont un risque de chômage de longue durée, au bout de 3 mois, il y en a en gros 10% qui sont sortis du chômage. Au bout de 6 mois, il y en a 20% qui sont sortis du chômage. Au bout de 9 mois, 30%. Et au bout de 12 mois, 40%. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la caractéristique de cette population. Ça n'a rien à voir avec le programme. Et vous avez ici les résultats, la plus-value qui est apportée par le programme. Donc ce que vous voyez, c'est que pour les opérateurs privés, on a un effet de 0,9, 3,5, 2,8, moins 0,3, un effet négatif. Et puis surtout, vous voyez qu'il y a ici cette information qui vous dit NS, c'est pour dire que c'est non significatif. Ça veut dire qu'on considère que finalement l'effet est tellement petit qu'on ne peut pas dire qu'il soit différent de 0. Et ça, ce sont les informations qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, d'avoir avant tout la réponse à la question, est-ce que le programme marche ou est-ce qu'il ne marche pas? Donc quand il y a marqué non significatif, ça veut dire que compte tenu des informations qui sont à notre disposition, là, ce que nous concluons, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Donc là, vous voyez ici, à part à 6 mois, la conclusion, c'est que les opérateurs privés n'apportent pas de plus-value en termes de retour à l'emploi. Vous avez ici, à l'inverse, Cap vers l'entreprise. Et Cap vers l'entreprise, vous voyez, apporte un effet, une plus-value significative, 5,3%, 6,3%, 6,3% puis 5,1% à différents horizons. Donc c'est une plus-value qui est assez constante dans le temps. Et là, on a mis des étoiles, ça signifie que ces effets sont différents de 0. Donc on accepte statistiquement, au terme après avoir collecté toutes les informations, que cet effet est différent de 0. Donc c'est la raison, vous voyez que, alors c'est vrai que c'est significatif, mais c'est vrai aussi que ce n'est pas très très important. Vous voyez que, par exemple, si on prend à 9 mois, ça fait donc un taux de sortie de 30%, on l'amène à 36%, bon c'est important, mais ce n'est pas non plus bouleversant. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on avait à l'origine souhaité avoir énormément de monde qui passe dans les dispositifs, parce que ça nous permet de mesurer des effets, même petits. Voilà. D'accord ? Alors, ce sont des résultats qui néanmoins sont une vraie surprise. Parce que dans le monde des gens qui s'intéressent à l'accompagnement et au placement des demandeurs d'emploi, il y a un a priori très favorable pour l'efficacité des opérateurs privés. Donc tout le monde, les économistes, ou même beaucoup d'économistes, ou même beaucoup de gens qui sont des praticiens de l'accompagnement des demandeurs d'emploi, auraient conclu, avant l'évaluation, à l'efficacité des opérateurs privés. Donc ça, je trouve que du coup, c'est intéressant parce que vous voyez que c'est essentiel d'apporter une réponse dans un cadre clair et transparent, de telle sorte qu'on puisse avoir des résultats qui soient valables, même indépendamment de ces a priori. C'est important de pouvoir apporter des réponses dans ce cadre-là. C'est aussi essentiel d'avoir de la puissance parce que les effets qu'on détecte, comme vous l'avez vu, sont plutôt des effets qui sont petits. Et donc c'est important de pouvoir détecter même de petits effets. Alors, là maintenant, vous avez d'autres résultats. Ce sont des résultats qui concernent les deux autres publics, et donc ils sont uniquement pour le programme Cap vers l'entreprise. Donc il s'agit du flux non indemnisable et du stock. Donc le flux non indemnisable, c'est les gens qui s'inscrivent en chômage et qui ont peu de droits à assurance chômage. Et puis le stock, c'est les gens qui sont déjà en chômage depuis plus de 3 mois. Et donc ce que vous voyez, c'est que aussi bien pour le flux non indemnisable que pour le stock, eh bien, il y a des effets qui sont significatifs et qui vont même croissants. Donc ce n'est pas significatif à 3 mois pour le stock, mais dès 6 mois, c'est significatif, et ça augmente, et au bout de 12 mois, la plus-value apportée est de 8,9%. Et puis on observe des résultats qui sont un petit peu moins importants, mais qui apparaissent plus rapidement pour le flux non indemnisable. Là aussi, on a des effets qui sont bénéfiques. Donc finalement, ce que l'on peut conclure, c'est que le recours aux opérateurs privés s'est concentré sur un public à fort potentiel d'indemnisation, mais ce n'est pas nécessairement le public sur lequel ce type de programme, au moins le programme Cap vers l'entreprise, marche le mieux, puisque pour le flux non indemnisable et le stock, les effets existent, ils sont significatifs et ils sont aussi importants, voire même plus importants que ceux qu'on peut observer sur le flux indemnisable. Donc pourtant, c'est un public qui a son intérêt et pour lequel il y a une plus-value sociale à les remettre en emploi et aussi une plus-value économique.
Donc ça éclaire aussi la question de qui décide et quelle est qui décide qui doit avoir accès à ce type de programme et la façon dont il peut internaliser l'ensemble des plus-values qui sont associées au retour à l'emploi des individus. La gestion économique des allocations chômage, finalement, conduit à attribuer, à réserver ces accompagnements pour une logique économique de gestion des allocations chômage à un public qui n'est pas nécessairement celui sur lequel la société dans son ensemble déciderait que c'est le mieux de les orienter vers ce dispositif. Alors, pourquoi des résultats pourquoi ces résultats? Donc là, on a quelques pistes d'explication possibles qu'on a essayé d'examiner. Alors, il y a le fait que la prestation OPP soit de moins bonne qualité, le fait qu'il y ait éventuellement une meilleure connexion aux offres d'emploi pour Cap vers l'entreprise, un effet stimulant de la concurrence OPP pour Cap vers l'entreprise, et puis aussi un effet de sélection. Donc on commence à avoir des éléments d'information grâce à l'enquête qui a été faite par la DARES. Bon, je vais passer un petit peu. Globalement, ce qui nous semble au terme de ces analyses, c'est que finalement, le fait que la NPE dispose d'un gisement d'offres et puisse les offrir aux demandeurs d'emploi dont elle s'occupe est vraisemblablement une bonne piste d'explication. Bon, alors il y a aussi des effets sur la concurrence. Donc ce qu'on voit, c'est que finalement ça marche aussi bien sur toutes les zones. Hein, donc il n'y a pas vraiment de. Et puis là, il y a un tableau qui est très intéressant, mais que je n'ai pas le temps de vous montrer. Donc je passe. Voilà. Alors donc j'en arrive à la conclusion. Hein, donc ces résultats, je crois que ce qu'il faut conclure, c'est que ces résultats, ils étaient assez inattendus, hein, que personne ne pensait que l'accompagnement public marcherait mieux que l'accompagnement privé. Personne ne l'aurait cru. Et ce qu'il faut voir, c'est que je pense que personne ne le croirait si ils n'avaient pas été obtenus dans un cadre expérimental. Parce qu'on a souvent des a priori sur l'efficacité des mesures de politique économique, même de la part des économistes et même de la part de bons économistes, et que c'est important d'évaluer les politiques économiques parce que ces a priori, finalement, ils peuvent nous induire en erreur et nous conduire à prendre des mauvaises décisions. Hein. Donc c'est aussi important de les évaluer dans un cadre transparent parce que ces questions font débat. Hein. Donc c'est important d'avoir des résultats qui convainquent tout le monde. Et puis c'est important que les résultats des évaluations ne deviennent pas un champ de bataille, mais plutôt soit plutôt le moyen d'accumuler des informations fiables sur les effets des politiques publiques, de telle sorte qu'on puisse optimiser la mise en œuvre de ces politiques publiques. Voilà. Bon, merci beaucoup.